Bonjour, alors dans cette présentation, on va parler des processus sous Windows. Donc un processus ou process en anglais. En fait, chaque programme qui roule sur votre machine, il y a un processus qui est associé. Donc à chaque fois qu'un programme est démarré, le système d'exploitation crée un processus pour, disons, faire en sorte que ce programme-là puisse se dérouler sur la machine. Okay. Donc, un processus, on peut dire que c'est équivalent à un programme qui s'exécute, va consommer des ressources système, comme de la mémoire, du temps CPU, etc. Donc, vous avez ici, par exemple, ça c'est, en fait, on va voir ça dans les prochaines diapos. Donc, le gestionnaire des tâches, c'est la fenêtre, si on veut, dans Windows qui vous permet de gérer les processus, okay, et de certaines autres choses en plus. Donc, le gestionnaire des tâches, aussi appelé Task Manager. Donc, petite remarque en passant, le Task Manager a été passablement amélioré dans la dernière version, Windows 10, par rapport aux versions antérieures. Donc, nous, dans le PowerPoint actuel, on va cibler la version 10, mais si jamais vous utilisez une version antérieure, vous allez voir que vous avez peut-être un peu moins de fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, pour démarrer le gestionnaire des tâches, il y a plusieurs façons d'y arriver. D'abord, utiliser CTRL-SHIFT-ESCAPE. Utiliser CTRL-ALTERNATE-DELETE, puis choisir gestionnaire des tâches. Taper son nom dans la zone de recherche. Le choisir depuis le Power Menu, donc clic droit sur menu démarrer. Menu contextuel de la barre des tâches. Et finalement, exécution directe avec Windows R pour Windows Run, en fait, pour exécuter Task Manager et Task MGR. Donc ici, par exemple, si je fais le menu à partir de la barre des tâches, je vois ici que j'ai gestionnaire des tâches. Donc, quelles sont les informations fournies par le gestionnaire des tâches? Donc, si je m'en vais ici, on voit que les notions de processus, performance, démarrage, utilisateur, détail et service. Donc, si je m'en vais ici, je fais gestionnaire des tâches. Bon, là, je vais le mettre à la taille de ma fenêtre. OK. Donc, on voit les processus actuellement en exécution. Là, je vais... en fait, je vais prendre ça, puis je vais le mettre ici. Donc, on voit les processus ici qui sont en exécution. Là, sont par, disons, pourcentage du processeur qui est exécuté, qui est utilisé, pardon. Là, ça, c'est le logiciel que j'utilise actuellement pour enregistrer, Screencast-O-Matic. Donc, c'est pour ça, lui, utilise quand même un tiers à peu près de ma puissance de processeur. Après ça, il y a la mémoire. Donc, combien de mémoire utilisent les différents, sont utilisés par les différentes applications. Le disque, le réseau. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, ça c'est le processeur, le GPU, le processeur graphique. Okay. Donc là, c'est sûr que là, sont par ordre ici de processus, puis des fois, ça fait en sorte qu'ils changent d'ordre, ce qui n'est pas très intéressant. Donc, si on veut éviter d'avoir un changement d'ordre perpétuel, on peut cliquer ici de sorte que après ça, on a les différents, on va toujours les avoir par ordre alphabétique. OK. Donc là, c'est ça. On les a par ordre alphabétique, donc ils vont arrêter de tout le temps changer de place. Donc les processus, ça donne, ici sont classifiés, là, sont regroupés par exemple dans Google Chrome, j'ai 41 processus, donc Google Chrome, c'est un monstre, au cas où vous ne le sauriez pas, avec 1300, en tout cas presque 1.5 gigaoctets de mémoire utilisée. Après ça, les processeurs, on a l'information sur ici c'est en fait le processeur, on voit ici mon utilisation du processeur. Là, c'est bizarre qu'il me met 88, 78, puis ici 76, 73. Ouais, c'est le même ordre de grandeur. Donc ici on a l'utilisation, la vitesse. Attendez un peu, là, je vais retourner ici. On a la vitesse, on a le nombre de processus actuellement en exécution, 332. Les fils, ça c'est les threads, donc j'ai combien de threads qui sont exécutés en même temps, donc 4220. Après ça, des descripteurs, c'est des choses comme à chaque fois que le système d'exploitation prête des ressources à un programme,
par exemple, de la mémoire, des fichiers, des choses comme ça, ben, il y a un descripteur qui est créé pour ça. Des fenêtres aussi, dans l'environnement fenêtré. Et ici, c'est la durée de fonctionnement de mon système. Donc, on voit que mon système est en train de fonctionner depuis... ça, c'est des minutes. Ça, c'est des secondes, minutes, heures, jours. Donc, probablement 12 jours. Ici, en fait, socket, j'ai un processeur. Mon processeur possède 2 cœurs, mais il possède 4 cœurs logiques. Et j'ai 3 niveaux de cache sur mon processeur, 128K, 512 et 3 mégaoctets. La mémoire, j'ai 16 gigaoctets. Donc, ça c'est utilisé, ça c'est disponible, ça c'est la mémoire physique. Ok, il y a plus que ça en termes de mémoire, disons, étendue. On voit que j'ai 22.3 gigaoctets d'étendue. Puis, en cache, en fait, qui est sur le disque dur, il y a 5.3 gigaoctets. Donc, 5.4. J'essaie de faire le calcul, là. 16 plus 5, ça ferait 21 points. Je comprends pas ici pourquoi que ça fait exactement ça, mais en tout cas. Et, bon, réserve paginée, non paginée. Donc ça, c'est mon utilisation de disque, etc. Après ça, historique des applications. Ouais, ça c'est la durée, ça c'est en fait plus dans un contexte démarrage. Ça c'est mes applications, est-ce qu'ils démarrent ou est-ce qu'ils sont démarrés automatiquement avec l'ordinateur ou pas. Donc vous pouvez ici contrôler un peu si c'est activé ou pas. La gestion des utilisateurs, il y a moyen de... des utilisateurs actuellement connectés. Okay, donc il y a un seul utilisateur, c'est moi-même, actuellement connecté. Après ça, bon, les détails, ça c'est les processus en détail, où est-ce qu'on a des informations plus techniques, comme par exemple le process ID, l'état, etc. Okay. Et les services, ça c'est un autre truc, c'est que vous avez un paquet de services qui s'exécutent en même temps sur votre machine. Par exemple, votre serveur web, c'est un service. Votre service d'impression, c'est un service. Votre antivirus, c'est un service. Des choses comme ça. Okay. Donc, on va retourner à notre... voilà, tiens, mon processeur était élevé. Donc, on a aussi accès au moniteur de ressources. Donc, si je m'en vais, parce que en fait, ici, quand je suis dans performance, puis je m'en vais sur processeur, j'ai pas le détail entre mes différents processeurs. J'ai dans mon processeur, mais j'ai pas de détails à propos des différents cores qui sont dans mon processeur. Donc, pour avoir ça, il faut qu'ici que j'aille sur ouvrir le moniteur de ressources. Donc, si je m'en vais là, j'ouvre le moniteur de ressources. Là, mon moniteur de ressources ici apparaît. Et si je me tasse un peu. Okay. On voit ici que j'ai mes différents processeurs. Alors, 1, 2, 3. C'est-à-dire que processeur 3, processeur 2, processeur 1 et processeur 0. Bon, ils ont tous l'air un peu utilisés en quelque sorte. Ok, là, je sais pas trop pourquoi que c'est en bas. C'est un peu bizarre. Un peu mélangé. On voit que les 4 processeurs sont sensiblement utilisés. Mais il y a moyen de faire certaines variations par rapport à ça. On va voir un peu plus loin comment on peut arriver à ça. Okay. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ça, le moniteur de ressources, vue d'ensemble, processeur, mémoire. On a un peu plus de détails en ce qui concerne la mémoire. Donc, on a de la mémoire réservée pour le matériel, de la mémoire utilisée, de la mémoire modifiée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore cachée sur le disque dur, je présume, puis de la mémoire de veille. Et veille, ça veut dire qu'elle est disponible, puis libre, en fait, 5 mégaoctets, c'est comme pas géré par le système, c'est ce que on peut comprendre, parce que franchement, libre, ça serait pas grand-chose.
Donc, on voit ici là, les totales là, de mémoire, mais ça, c'est la mémoire physique. Après ça, mes disques et le réseau. On va retourner à Windows. Donc, si vous allez dans le gestionnaire des tâches, vous allez voir que lui-même va classifier les processus en 3 catégories. Okay. Donc, il va avoir la catégorie, bon là, je sais jamais où me mettre la face, moi, là-dedans. Il y a la catégorie application, la catégorie arrière-plan, la catégorie système. Donc, la catégorie application, c'est les programmes qui sont associés à des fenêtres. Donc, c'est les programmes avec lesquels vous interagissez directement. En arrière-plan, c'est les programmes ou les processus, si vous préférez, avec lesquels vous ne pouvez pas interagir directement. Donc, souvent, c'est des programmes qui vont regarder un peu ce que vous faites ou qui vont servir d'autres programmes. Okay. Et finalement, vous avez des programmes système, donc qui font partie du système Windows. Okay. Donc, ici, par exemple, on voit que sur ma machine, au moment où j'ai fait ces saisies-là, j'avais 14 applications qui étaient en activité. Les processus en arrière-plan, j'en avais 78, ce qui est beaucoup plus élevé que le nombre d'applications. Et il y avait 94 processus Windows qui étaient en activité. Donc, à quoi peut servir le gestionnaire des tâches? D'abord, à monitorer l'utilisation de votre CPU puis de vos autres ressources matérielles, à identifier des fois les applications et les processus problématiques. Donc, des fois, il y a des applications, des processus qui coopèrent pas bien avec votre machine, qui vont vraiment la mettre à terre. Donc, dans ce temps-là, ça permet d'identifier quelle est cette application-là, qui, dans le fond, fait en sorte que le reste ne marche pas. Un autre objectif du gestionnaire des tâches, c'est de tuer les applications ou les processus qui sont problématiques. Donc, premier exemple d'utilisation. Ça peut arriver que votre explorateur Windows l'explorateur Windows, c'est le programme qui gère les fenêtres. Okay? Donc, ça se peut arriver qu'il va être dysfonctionnel. Dans ce temps-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ouvrir le gestionnaire des tâches, cliquer droit sur explorateur Windows, puis faire redémarrer. Puis, à ce moment-là, votre explorateur Windows va redémarrer, puis les fenêtres qui étaient peut-être masquées vont réapparaître. Okay? Exemple numéro 2, vous avez un antivirus ou un anti quelque chose, puis lui, en fait, il tire tout le jus de votre ordinateur, puis vous n'arrivez plus à travailler efficacement. Donc, vous pouvez d'abord commencer par réduire la priorité du processus, sinon, s'il ne veut pas coopérer, vous le tuez. Donc, vous pouvez aussi carrément désactiver dans la section démarrage ou dans la section service, parce que souvent, ce genre de truc-là est associé à une tâche qui roule en arrière-plan, qui est dans la section démarrage ou dans la section service du gestionnaire des tâches. Alors, en ce qui concerne les processus, les fenêtres et les applications, donc c'est quoi l'adéquation qu'on retrouve entre ces trois choses-là, okay, sur votre machine Windows? Donc, première question, si vous démarrez le même programme 2 fois, est-ce que vous allez avoir 2 processus différents? Question légitime. Alors, si on prend l'exemple de Notepad, donc, pour répondre à la question, en principe, oui. Donc, si vous démarrez 2 fois la même application, vous allez avoir 2 processus qui vont s'exécuter, vous allez avoir 2 fenêtres qui vont apparaître, okay. Et vous allez avoir, c'est ça, donc 2 processus, 2 fenêtres pour la même application parce que vous l'avez démarré 2 fois. Donc, chaque nouvelle instance, donc à chaque fois que vous démarrez un programme, c'est une nouvelle instance qui va s'exécuter, va créer un processus différent avec sa propre mémoire, ses propres ressources système, etc. Okay. Les 2 instances vont s'exécuter en parallèle de façon tout à fait normale, sans même savoir que l'autre existe.
Ils savent même pas, les deux vont s'exécuter en parallèle. Donc ici, on a un exemple où est-ce qu'on exécute 2 fois Notepad. Donc Notepad en français, c'est bloc-notes. Donc on a 2 fois Notepad qui s'exécute. Une première fois sur texte1.txt, une deuxième fois sur texte2.txt. Et on voit que, bon, Notepad, ça prend pas beaucoup de ressources. Okay. En ce qui concerne Notepad++, il fonctionne différemment. Donc, chaque fois que vous allez ouvrir un nouveau document, okay, ce qui va se passer, c'est que pendant une fraction de seconde, il y a une nouvelle instance de Notepad++ qui est créée, qui va rouler dans un nouveau processus. Okay. Puis peut-être qu'il y a une nouvelle fenêtre qui va apparaître une fraction de seconde. Mais la première chose que cette fenêtre-là fait, c'est qu'elle vérifie s'il n'y a pas une autre fenêtre de Notepad++ qui n'est pas une autre instance de Notepad++ qui n'est pas déjà en train de s'exécuter. Puis quand il va se rendre compte qu'il y a une nouvelle instance qui existe déjà, l'instance qu'on vient de créer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transmettre l'information à l'instance existante pour lui dire, voici, il faut ouvrir tel document. Puis après ça, cette nouvelle instance-là va s'aborder, va se suicider, si vous préférez. Elle va mettre fin à sa propre exécution. Et l'ancienne instance, c'est elle qui va prendre le devant de la scène, puis elle va ouvrir le nouveau document que vous avez demandé d'ouvrir. Okay? Donc, ainsi, une seule instance de Notepad++ va ouvrir à toute fin utile, si on exclut pendant une fraction de seconde la nouvelle instance qui s'exécute, il y a une seule instance de Notepad++ qui va s'exécuter sur votre machine, puis qui va exécuter, en fait, elle va afficher plusieurs programmes, plusieurs fichiers différents, mais c'est tous ces fichiers-là, puis tous ces onglets-là vont être gérés par un seul et unique processus actif. Okay? Donc, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience. Si jamais vous lancez Notepad++ directement à partir de WinR ou WinS, donc en cherchant ou en exécutant, vous allez voir qu'une seule instance, puis qu'il y a déjà une instance de Notepad++ qui s'exécute, vous allez voir que c'est cette instance-là qui va prendre le devant de la scène, parce que quand la nouvelle instance va s'exécuter, elle va se rendre compte qu'une instance existe déjà, puis elle va tout simplement se saborder, puis elle va dire à la nouvelle instance de prendre le devant de la scène. Okay. Là, ici, c'est marqué de faire un démo, donc je présume qu'il faut que je fasse un démo. Donc, supposons que j'exécute Notepad++. OK, donc là, j'ai lancé Notepad++. Bon, ça n'a pas trop rapport, en fait, cette affaire-là. C'est pas bien important. Donc là, j'ai un Notepad++. Donc là, je pourrais, par exemple, voilà, je peux me tasser un peu, encore une fois. Donc là, je pourrais tasser Notepad++, tout simplement. Et si jamais je retourne, par exemple, si je fais, ouais, si je retourne ici, pardon, si je retourne ici, puis je fais Notepad++, puis je relance, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est la même fenêtre que j'avais déjà qui roulait, c'est elle qui est redevenue à l'avant-plan. OK? Donc, puis si jamais je demande d'ouvrir un programme .txt, peu importe lequel, donc admettons que je ferme ici et que je m'en vais attendez, ouais, là ici j'ai ma fenêtre. Je vais réduire cette fenêtre-là, attendez un peu, encore une fois. Donc ici j'ai ma fenêtre. Okay. Puis, admettons que, ouais, ici j'ai un to-do avec Notepad++. Donc si j'ouvre ce fichier-là en double-cliquant dessus, ok, donc vous voyez que le fichier en question s'est ouvert dans le même Notepad++ que celui qui existait déjà. Okay. Il s'est rajouté comme onglet. Mais en réalité, pendant une fraction de seconde, il y a un nouveau processus Notepad++ qui a été créé, mais là, on ne l'a pas vu. Puis, ce processus-là a transféré
l'information à l'instance qui s'exécutait déjà sur ma machine. Donc, c'est une autre façon d'opérer d'un programme. Si maintenant on prend Excel, ok, donc si jamais vous ouvrez deux documents dans Excel, vous allez avoir deux fenêtres Excel. Ok, deux fenêtres séparées, complètement séparées. Ok. Puis dans le gestionnaire des tâches, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir deux entrées. Donc ici, on voit que dans Microsoft Excel, si je développe le petit affaire ici, vous allez voir, il y a deux entrées pour Microsoft Excel. Ok. Et donc, ça voudrait dire qu'on a deux processus, un pour chaque document, n'est-ce pas? Eh bien non. D'abord, si jamais vous allez dans le gestionnaire des tâches ici, vous allez voir que pour Microsoft Excel, on voit un pourcentage CPU, la mémoire, le réseau, puis le disque, ou le disque, puis le réseau. Mais on voit que pour les fenêtres individuelles, il n'y a pas cette information-là. Okay? Donc ça, c'est un indice qui vous indique qu'en réalité, il n'y a pas des processus associés pour chacune des fenêtres. Ensuite de ça, si jamais vous faites accéder aux détails dans le menu contextuel, okay, vous allez diriger vers l'onglet Détails, lequel affiche tous les processus en cours de manière brute, puis il va y avoir un seul et unique Excel actif. Okay. Donc, par exemple, si vous allez, peu importe quand vous allez faire, bon, je pourrais faire peut-être un... On reprend la présentation, on voit ici qu'on a deux fenêtres Excel, une, deux, avec deux fichiers, un ouvert dans chaque fenêtre. Et si je vais voir dans le gestionnaire des tâches, on voit que j'ai effectivement Microsoft Excel ici avec mes deux fichiers qui sont ouverts. Okay. Si je clique du bouton droit, puis j'ai basculé vers bon, fin de tâche, etc., etc. Mais attendez un peu, je vais aller dans l'autre ici. Donc, j'ai réduire, fin de tâche, envoyer des commentaires, valeur des ressources, débugger, créer un fichier, accéder aux détails. Donc, si je clique sur accéder aux détails, vous allez voir, ça va me mener ici dans l'onglet détails. Ça va me mener à l'application Excel ici. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est ma liste de tous mes processus, mes pris individuellement avec le programme qui est associé pour ce processus-là. Donc, on voit qu'il y a un seul processus associé à Excel. C'est le processus 36872. Okay? Donc, même si on a deux fenêtres d'application pour Excel, même si on a deux fenêtres ici, on a quand même un seul et unique processus qui est associé à Excel. Donc, si jamais vous lancez la ligne de commande, okay, par exemple DOS ou PowerShell, vous allez voir que Windows va ouvrir non pas un, mais deux processus. Okay. Donc, il y a un processus qui est associé à l'interpréteur de ligne de commande lui-même, DOS ou PowerShell, puis il y a un processus qui va servir d'interface graphique pour faire apparaître la ligne de commande dans une fenêtre. Ça s'appelle le Console Window Host. Donc, par exemple, quand vous lancez CMD, ici, vous allez avoir un console window host, puis vous allez avoir l'interpréteur de commande ici qui va s'exécuter. Donc, le console window host sert juste à faire en sorte que ça va s'afficher à l'écran, ce programme-là qui est un programme ligne de commande. Okay. Même chose pour PowerShell, vous allez avoir le console window host qui va exécuter le PowerShell. Okay. Donc, vous avez deux processus qui vont être créés pour une seule commande d'une certaine façon. Et si jamais vous démarrez des sous-shells maintenant, donc admettons que vous êtes ici dans PowerShell, okay, vous démarrez un autre PowerShell dans PowerShell, dans ce sous-processus PowerShell-là, vous démarrez WSL, puis dans WSL, vous démarrez cmd.exe, donc vous démarrez DOS. Okay. Qu'est-ce que vous allez avoir comme processus? Ben, vous le voyez ici. Donc, en démarrant votre
PowerShell d'origine, vous avez démarré un PowerShell qui a démarré un PowerShell, qui a démarré un WSL, qui a démarré un CMD, donc un DOS, et tout ça roule dans un console Windows Host qui permet d'afficher tout ça à l'écran. Okay. Donc, derrière, si vous voulez, une fenêtre, la Windows PowerShell, vous allez avoir 5 processus. Le processus associé à la fenêtre, puis après ça, chaque sous-shell a démarré son propre processus. Si vous allez voir dans dans Chrome, dans Google Chrome, ok, en fait, je pourrais désactiver un peu ma fenêtre pendant un bout de temps. Donc, si vous allez voir dans Google Chrome, vous allez voir que, en fait, Google Chrome a de très nombreux processus qui occupent quand même, qui prennent quand même une certaine mémoire. Ok. Donc, tout ça parce que les navigateurs web, c'est des bêtes qui sont absolument monstrueuses puis qui dévorent vos ressources. Okay? Pourquoi, d'une certaine façon? Parce qu'un navigateur web, c'est une espèce de système d'exploitation dans un système d'exploitation. Donc, c'est quasiment une machine à lui tout seul, le navigateur web. Donc, Google Chrome, c'est une fenêtre avec quelques onglets et ça paraît inoffensif, mais bien sûr, ce l'est pas. Okay? Donc, voici les cas de figure avec lesquels on se retrouve en ce qui concerne les applications. Donc, on a la possibilité d'avoir une application pour laquelle on a, c'est-à-dire vous avez vous pouvez avoir N instances différentes de l'application qui vont rouler en même temps, puis chaque application va avoir une fenêtre avec un processus. Donc, typiquement, ça c'est quoi? C'est Notepad, c'est calculatrice par exemple. Quand vous exécutez ces programmes-là, chaque fois que vous l'exécutez, une nouvelle fenêtre apparaît. Donc, N applications identiques peuvent rouler en même temps. Chacune possède une fenêtre avec un processus. Okay. Un autre cas de figure, c'est une figure, ici on va l'appeler le cas de figure N11. Un autre cas de figure, c'est le cas de figure 111. Dans ce cas de figure-là, vous avez une seule application qui peut rouler en même temps. Cette application-là possède une seule fenêtre, et cette fenêtre-là possède, ou si vous voulez, à cette application-là, est associé un seul processus. Donc, l'exemple typique de ça, c'est Notepad++. Donc, vous exécutez Notepad++, puis si vous essayez de réexécuter Notepad++, il vous ramène toujours à la même instance, parce qu'il y a toujours une seule instance qui s'exécute. Et cette instance-là possède une seule fenêtre, et cette fenêtre-là, à cette fenêtre-là est associé un seul processus. Okay. Après ça, vous avez une possibilité d'avoir une configuration, on pourrait dire 1N1. Configuration 1N1, c'est une configuration dans laquelle vous avez, encore une fois, une seule instance de l'application, si vous voulez, qui roule en même temps. OK. Cette instance-là peut avoir plusieurs fenêtres. Et cette instance-là n'a qu'un seul processus qui lui est associé. Typiquement, cet exemple-là, c'est l'exemple typique de ça, c'est Excel. Et en fait, la plupart des autres applications Office fonctionnent pareil. Okay? Donc, vous avez plusieurs fenêtres, mais il y a un seul processus et une seule application associée. Okay? Donc, N11, 111, 1N1. Si on prend la suite, on a aussi le cas 1, 1, 1. Okay. Donc, vous avez une seule instance d'application qui est tolérée pour tourner en même temps. Cette instance possède une fenêtre principale, peut-être des fenêtres secondaires, okay, et elle peut gérer plus d'un processus. Donc, souvent, ces fenêtres-là vont avoir plusieurs processus en même temps, potentiellement. Exemple typique, vos antivirus, par exemple, ou souvent les logiciels de gestion de votre ordinateur fonctionnent comme ça. Après ça, un autre cas de figure, ça serait le cas de figure N1N. Donc, l'application peut rouler en plusieurs instances. Chaque instance gère sa propre fenêtre, mais à chaque fenêtre peut être associé plusieurs processus. Donc, les consoles, par exemple CMD ou PowerShell,
certains programmes de communication du jeu. Donc, les consoles, quand vous les ouvrez, vous pouvez ouvrir autant de fois une fenêtre PowerShell que vous voulez. OK? Mais chaque fenêtre PowerShell va engendrer plus d'un processus. Va engendrer au moins un console host et le processus de PowerShell lui-même. Si vous avez des sous-shells que vous démarrez, ça va augmenter le nombre de processus. Okay? Après ça, on a le cas de figure 1NN, dans laquelle vous avez une seule application qui peut gérer plusieurs fenêtres avec plusieurs processus, mais les processus sont indépendants des fenêtres. Okay? Ça, c'est les applications les plus complexes. Puis, par exemple, Google Chrome fonctionne comme ça. Vous avez, si vous voulez... En fait, Google Chrome, c'est sûr qu'on voit d'habitude qu'il fonctionne avec juste une fenêtre, mais vous pouvez séparer les onglets, vous allez avoir plusieurs fenêtres. Donc, l'application Google Chrome, OK, gère plusieurs fenêtres en même temps potentiellement et gère aussi plusieurs processus en même temps. Donc, c'est une application beaucoup plus complexe que les autres applications, les autres modèles qu'on a vus. OK. Donc, ça résume les modèles possibles. N11, 111, 1N1, 1N, N1N et 1NN. On va parler maintenant du cycle de vie des processus. Okay. Et de la hiérarchie aussi des processus. Donc, chaque processus possède en quelque sorte un cycle de vie. Donc, la première chose qui se passe, c'est que quand le processus est créé, il va tomber dans un état dans lequel il est disponible, donc il est prêt. Okay. Et dès qu'un processeur va devenir libre pour exécuter ce processus-là, le processus va être, si vous voulez, ici c'est marqué dispatch. Là, pourquoi on dit ça? C'est parce que vous avez dans le système d'exploitation un gestionnaire de processus, si vous voulez, ou un séquenceur de processus, qui lui va, en fait, quand il va se rendre compte qu'un processeur devient libre, il va prendre le processus puis il va le dispatcher vers un processeur. Okay? Donc, c'est pour ça ici c'est écrit dispatch. Donc, il va être dispatché vers un processeur, puis là, il va commencer à tourner, à s'exécuter. Okay? Puis là, pendant son exécution, ça se peut qu'à un moment donné, son temps d'exécution, sa fenêtre d'exécution se termine. Souvent, cette fenêtre-là est très courte. C'est de l'ordre de quelques millisecondes. Et quand cette fenêtre d'exécution-là est terminée, le processus redevient disponible pour être redispatché vers un processeur, pardon, ça peut être un processeur, un core, si vous voulez. Quand on dit processeur, là, c'est le sens de core. OK, donc ça va être dispatché vers un core ou un core différent ou le même core ou peu importe. OK. Donc typiquement, votre processus va s'exécuter, il va retomber en attente, si vous voulez, ready, on peut en attente. Après ça, il va se réexécuter, il va retomber en attente, il va se réexécuter, il va retomber en attente, etc., 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 etc. Des centaines, des milliers, puis des dizaines de milliers de fois. OK? Donc, puis peut-être qu'à un moment donné, il va se terminer. Quand il va finir sa job, il va se terminer. Donc, à ce moment-là, c'est fini, puis le processus disparaît. Peut-être que le processus va faire une entrée-sortie. Il va attendre que l'utilisateur entre quelque chose. Il va attendre de recevoir une information du réseau, ou il va envoyer de l'information sur le réseau, ou il va afficher quelque chose à l'écran. Pendant qu'il fait ça, le processus, en général, il y a tout le temps un certain délai associé aux entrées-sorties. Donc, pendant qu'il fait ça, le processus va être bloqué. Okay? À moins que ce soit des non-blocking input-output. Donc, des fois, vous avez la possibilité de faire des entrées-sorties non bloquantes. Okay? Mais quand vous utilisez, la plupart du temps, les entrées-sorties sont bloquantes. Dans ce temps-là, votre programme bloque. Un autre, puis quand on dit entrée-sortie, des fois, là, c'est juste accéder au système d'exploitation. Certaines fonctionnalités, ça va bloquer. Puis quand le programme, en fait, quand l'entrée-sortie, mettons, est terminée, supposons que on veut faire une lecture de quelque chose, quand l'utilisateur a fini d'entrer, tape sur Enter, là, le processus va être débloqué, puis il va redevenir prêt. Puis là, il va attendre que un core ou un processeur devienne disponible. Puis là, il va être dispatché vers le core en question. Puis il va recommencer à rouler. Puis c'est là qu'il va traiter votre chaîne de caractères que vous venez juste de taper. Okay. Si vous voulez, c'est la même chose pour les processeurs quand les processus sont fenêtrés.
Par exemple, votre programme peut être en attente d'un clic de souris. Quand le clic de souris va arriver, là, il va y avoir un dispatch, puis enfin, vous comprenez le principe. Donc, on peut aussi prendre en considération qu'un processus peut être swappé sur disque pour libérer de la RAM. Donc, en fait, votre RAM, il y en a une partie qui réside pour que votre machine ne soit pas limitée en RAM. Vous avez de la mémoire, vous avez de la RAM qui est, disons, quand elle n'est pas utilisée, quand elle n'est pas utilisée sur votre machine, elle va être mise sur disque. Donc, un processus peut être swappé sur disque si votre processus, vous ne l'utilisez pas. Okay? Donc, mettons que ça fait longtemps qu'il est bloqué ou qu'il est ce genre de choses-là. Donc, il va être swappé sur disque. Et donc, on voit ici, le processus est créé. Après ça, il tombe en attente. Il peut s'exécuter. Il peut être bloqué. Il peut retomber en attente, etc., etc. Mais ça se peut que pendant qu'il est bloqué ou pendant qu'il est en attente, ça se peut qu'il soit swappé sur disque. S'il est swappé sur disque, ben après ça, c'est sûr que ça va prendre un peu de temps quand on va réactiver ce processus-là. Donc, c'est pour ça, des fois, quand vous tombez dans des anciens programmes, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé. Par exemple, ça peut être aussi même une fenêtre Google que vous n'êtes pas allé visiter depuis longtemps. Ben là, quand vous allez retomber dessus, il faut que le système d'exploitation et tout ça réactive la fenêtre en question. Fait que ça peut prendre un certain temps. Vous avez aussi une hiérarchie des processus. Okay. Donc, les processus sont organisés de manière hiérarchique. Parce que chaque processus, d'une certaine façon, engendre d'autres processus et ça devient comme ses enfants, si vous voulez. Okay. Donc, par exemple, ici, on a une hiérarchie typique de processus là, que j'ai pris à un moment donné sur ma machine. Donc, j'ai commencé par me loguer à mon ordinateur. J'ai ici le WinLogon. Avec ça, c'est le PID, le Process ID. Donc, chaque processus possède son propre identificateur ou numéro de processus, qu'on appelle le PID, le Process ID. Et suite à ce logon-là, il y a certains processus qui sont démarrés, entre autres la fenêtre Explorer.exe a démarré sur mon ordinateur. Et cette fenêtre-là, à l'intérieur de mon interface graphique, j'ai démarré des PowerShell, j'ai démarré Ubuntu, Notepad++, donc des choses comme ça. Dans mon PowerShell, ici, j'ai démarré un PowerShell, qui a démarré un WSL, qui a démarré un CMD. Donc, on le voit ici que quand on dit un sous-shell, on comprend ici pourquoi c'est un sous-shell. Dans mon PowerShell, ici, j'ai démarré un WSL, puis dans WSL, j'ai démarré CMD. Okay? Donc, c'est des sous-shells. Et cependant, la hiérarchie des processus, malheureusement, n'est pas visible dans le gestionnaire des tâches de Windows. Ça prend des logiciels plus spécialisés pour observer ça. Cependant, ici, si vous regardez dans le gestionnaire des tâches, si vous faites aller le bouton droit, vous allez avoir une possibilité qui est terminée. Au lieu de fin de tâche, vous allez avoir terminé l'arborescence de processus. Okay? Donc, c'est étrange que le gestionnaire des tâches nous dise pas qu'il y a une arborescence de processus, mais il nous donne quand même la possibilité de terminer une arborescence. Donc, en fait, la plupart du temps, ça fait plus de sens de terminer une arborescence que de terminer un processus. Il faut savoir que quand vous tuez un processus, en général, un processus est au courant que ce processus-là a engendré d'autres processus. Donc, souvent, quand vous allez tuer un processus, le processus va se charger de tuer ses enfants. Okay? Bon, je sais que pour des personnes humaines, évidemment, c'est pas une bonne idée de terminer ses enfants en même temps qu'on s'auto-termine, mais pour des processus, c'est quelque chose de tout à fait légal et encouragé. Donc, par exemple, si jamais vous terminez PowerShell, il va tuer sa console, même si vous n'avez pas demandé de terminer l'arborescence. Parce que lui, il sait qu'il y a une console associée, ça fait qu'il va la tuer automatiquement. On va voir maintenant comment on peut gérer les processus via la ligne de commande. Donc,
d'abord, vous avez une commande qui s'appelle TaskList. Alors, cette commande-là va permettre de lister l'ensemble des tâches ou des processus en cours. Donc, si vous faites TaskList, vous avez ici le nom. En fait, c'est comme le détail qui s'affiche dans le gestionnaire des tâches. Donc, vous avez ici le nom du programme, vous avez son Process ID, vous avez le nom de la session. Là, on voit ici que ça ne s'aligne pas tout à fait convenablement. En fait, est-ce que ça roule en tant qu'un service ou ça roule dans une console ou des choses comme ça? Bon, ça ici, c'est pas clair ça. Et la mémoire qui est utilisée par le processus. Donc, il y a moyen de trier des processus parce que TaskList, quand vous affichez ça, c'est un peu n'importe quoi. Okay? Donc, si vous voulez trier la liste en question, ce qu'il y a mieux à faire, c'est de faire un sort pour trier la liste. Donc ici, par exemple, on peut faire TaskList /NH, ça veut dire no header, donc on ne veut pas qu'il y ait de header pour pas que ça fasse partie du tri. Après ça, on fait un sort là-dessus, donc ça va trier chacune des lignes. On voit qu'on commence par les A, etc. Il y a aussi moyen d'utiliser la pagineuse ou la visionneuse More. Okay. En anglais, on appelle ça un pager. Donc, ça permet d'afficher la sortie de la commande page par page. Donc, ici, par exemple, on peut faire TaskList no header /sort, pas slash, mais barre verticale, sort, barre verticale, more, ou pipe sort, pipe more. Okay. Donc, on prend la commande TaskList, on met en ordre les tâches, puis après ça, on le fait afficher dans la visionneuse more, ou la pagineuse more. Puis après ça, on peut afficher page par page, par exemple avec la touche espace pour aller à la page suivante, Enter la ligne suivante, ou Q pour quitter. Il y a aussi moyen d'utiliser des pagineuses qui sont un peu plus intelligentes ou plus, disons, qui ont plus de potentiel que More. Il y en a une qui s'appelle Less. Donc évidemment, c'est par disons, rigolade qu'ils ont décidé de l'appeler Less, parce que le less is more. Donc, le less, il est meilleur que le more. Et vous en avez un autre qui est encore meilleur, qui s'appelle BAT, mais il faut l'installer pour pouvoir l'utiliser. Okay. Vous pouvez aussi capturer la sortie de votre commande dans un fichier. Donc là, peut-être que je pourrais réactiver ma caméra. Je me rends compte que je ne l'avais pas réactivée. Par exemple, ici, on liste les tâches, on fait un sort dessus, puis après ça, on envoie tout ça dans le fichier tasklist.txt. Si après ça, on fait un more tasklist.txt, on va pouvoir aller lire le contenu du fichier tasklist.txt, puis on va voir que ce fichier-là contient l'ensemble des tâches. Okay. Donc, on a fait une redirection vers un fichier pour prendre tout ce qui normalement serait apparu à l'écran pour l'envoyer dans le fichier tasklist.txt. On peut aussi utiliser FindString pour faire un filtre. Okay. Donc, cette commande-là, FindString, qui s'appelle comme ça dans CMD, elle a un nom célèbre qui est un peu n'importe quoi, qui s'appelle grep. Ok, j'ai jamais su pourquoi on l'appelait grep. Peut-être c'est General Regular Expression Parser ou GNU Regular Expression Parser. En tout cas, peu importe. Mais dans Windows, cette commande-là s'appelle FindString. Ok. Mais disons que ça se pourrait que je l'appelle grep parce que c'est un nom qui est très courant. On utilise grep. Donc grep, c'est pour chercher quelque chose dans un fichier. Ok, c'est pas plus compliqué que ça. Donc par exemple, ici, si je prends la commande tasklist, puis je fais afficher donc toutes mes tâches, puis je fais find string power, ben ça va me sortir l'ensemble des lignes dans lesquelles on retrouve le mot power. Donc actuellement, j'ai une seule ligne dans laquelle on trouve le mot power. C'est une commande qui concerne PowerShell. Donc je vois que j'ai PowerShell avec son PID et la taille de mémoire qui est utilisée. Il faut savoir que FindString est sensible à la casse puis permet
aussi d'utiliser ce qu'on appelle les expressions rationnelles. Officiellement, en français, c'est le nom expression rationnelle. Mais c'est sûr que, malheureusement, on dit souvent expression régulière, parce qu'en anglais, on dit regular expression. Donc, peut-être je devrais dire expression régulière aussi. C'est pour ça qu'ici, j'ai dit aussi régulière. Donc, par exemple, ici, j'ai taskcliff find string power. Si je retrouve ça, si je fais find string power en majuscule, ben là, je vais avoir PowerPoint. Parce que dans mon task list, j'ai un PowerPoint, qui est en train de s'exécuter. Si j'avais 2 PowerPoint, mais le PowerPoint arrive là juste une fois parce que c'est un programme de type 1N1. OK, ouais, c'est ça. Mais ici, si je veux, je peux faire une recherche qui est insensible à la case. Donc, si je fais un find string /i, OK, pour dire que ça soit insensible à la case, puis que je cherche Power, ben là, il va m'apparaître le processus PowerPoint, le processus PowerShell. Les deux vont apparaître. Si maintenant, je cherche tous les processus insensibles à la case qui commencent par P. OK, donc ça, c'est une expression régulière. Donc, chapeau P. Là, il faut que je le mette en guillemets parce que chapeau, je veux pas qu'il soit interprété d'une manière spéciale par mon système, par ma ligne de commande. Donc, comme je veux pas que ce soit interprété de manière spéciale, je le mets en guillemets. Donc, chapeau, donc n'importe quelle ligne ou commande, si vous voulez, qui commence par P. Fait que là, je vais avoir 3 processus qui vont s'afficher. Je vais avoir PowerPoint, je vais avoir PowerShell, puis je vais avoir Presentation Phone Cache. Vous avez aussi une commande qui s'appelle taskkill. Donc, cette commande-là permet de tuer un processus. Il y a 2 façons de tuer un processus, soit que vous le tuez en le nommant avec son nom, ou soit que vous le tuez avec son PID, son Process ID. Donc, supposons que vous démarrez Notepad, okay, puis supposons qu'après ça, vous cherchez son Process ID. Vous pouvez faire Task List, barre verticale, Find String, Notepad. Donc, en faisant ça, vous voyez que son Process ID, c'est 7612. Après ça, vous pouvez faire taskkill, Process ID, 7612. Là, ce que vous allez faire, vous allez tuer Notepad. Donc, c'est écrit « Opération réussie, un signal de fin a été envoyé au processus de PID 7612. » Vous pouvez répéter la même mécanique, mais en le tuant avec un nom. Okay. Donc, il faut cependant ajouter l'extension. Par exemple, si on prend Notepad, donc on démarre Notepad. Après ça, on fait un find string de Notepad. On voit que notre programme, dans le détail, s'appelle notepad.exe. Si je fais taskkill /im, c'est comme pour image, okay, mais c'est le nom spécial pour le nom. Si je fais im notepad, il me dit erreur, le processus notepad est introuvable. Mais si je fais im notepad.exe, là, il va me dire opération réussie, un signal de fin a été envoyé au processus 5616. Mais si jamais vous aviez plusieurs instances de Notepad qui étaient en cours d'exécution, supposons que vous faites Notepad et Notepad et Notepad. Si vous faites ça, il va y avoir 3 fois Notepad qui va être démarré. Et si vous faites, après ça, Task List, Find String, Notepad, vous allez voir qu'on a 3 instances de Notepad qui sont en train de s'exécuter, chacune avec un Process ID différent. Si après ça, on fait taskkill /im notepad.exe, il va tuer les 3. Il n'en tuera pas rien qu'un. C'est possible aussi que vous ayez des processus récalcitrants. Donc, par défaut, en fait, taskkill ne tue pas directement un processus. Il va plutôt demander au processus de bien vouloir se saborder lui-même. Alors, c'est une différence subtile, mais importante. Okay. Donc, taskkill ne tue pas le processus par défaut. Il va demander au processus de se tuer. Okay. Et en général, les processus collaborent et acceptent de se suicider. Okay. Mais parfois, les processus sont bloqués. Par exemple, dans une boucle infinie. Okay. Dans ce cas-là, le processus ne collabore plus. Il faut procéder à une terminaison forcée. C'est ici qu'entre en jeu le commutateur /f, okay, pour force ou forcer. Par exemple, okay, ici dessous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait start node, exécuter boucle infinie. Okay, vous connaissez ici une boucle infinie. Donc, on prend Node.js pour exécuter une boucle infinie en JavaScript. Donc, on part ça. Après ça, task list, find string node. On voit que Node.js ici est en train de s'exécuter.
Et si je demande à Taskil de tuer Node.exe, donc Node.js, il va me dire erreur, le processus Node.exe de PID, bon, celui-là que vous avez ici, n'a pas pu être arrêté. Raison, ce processus ne peut être arrêté que de force. Okay? C'est parce qu'il est pogné dans une boucle infinie, ça fait qu'il ne répond pas. Donc, comme il ne répond pas, la seule façon de le tuer, c'est de forcer sa mise à mort. Okay? Donc, ici, on pourrait utiliser taskil /f/im Node.js, Node.exe, et là, ça me dit, opération réussie, le processus Node.exe de PID a été arrêté. Là, il me spécifie, il dit pas un signal de fin a été envoyé au processus. Autrement dit, il dit pas je lui ai demandé de se suicider. Il me dit carrément je l'ai tué. OK? Donc, résumé des commandes. Vous avez TaskList qui permet de lister tous les processus. TaskList noHeader pour pas afficher les entêtes de colonne. Sort fichier pour mettre pour mettre en ordre les lignes que vous avez dans un fichier. Commande pipe sort pour trier la sortie de la commande. More fichier pour afficher le contenu d'un fichier. Commande-more pour afficher le contenu, la sortie de la commande. Find string regex fichier pour chercher une regex dans un fichier. Commande pipe find string regex pour chercher la regex dans la sortie de la commande. Et commande 1 pipe commande 2 pour faire en sorte que la sortie de la commande 1 se retrouve dans la commande 2. Okay. Ou pour piper, si vous voulez, ou reconduire la sortie de la commande 1. stdout comme entrée de la commande 2, stdin. Commande plus grand fichier, ça fait une redirection de la sortie de la commande dans un fichier. Si vous faites ça vers nul, ça l'envoie aux poubelles. Si ça, c'est dans CMD. Si vous voulez faire la même chose dans PowerShell, il faut faire une redirection comme ça, avec un signe de dollar en avant, avec un nul, avec 2L. Commande avec, si vous utilisez plutôt 2 plus grands au lieu de rien qu'un, au lieu d'écraser le contenu du fichier, ça va s'ajouter à la fin. Si vous faites avec un plus grand vert, vous allez en fait passer le contenu du fichier à votre commande. Taskil, avec le PID, vous demandez à un processus de se suicider, le processus portant le numéro en question. Taskil IM, image non, vous demandez à tous les processus qui portent ce nom-là de se suicider. Taskil F, vous forcez la mise à mort d'un processus. Et taskil T, vous allez tuer un processus et tous ses descendants, donc l'arborescence au complet. Okay. Commande 1 et commande 2, vous exécutez deux commandes. Là, vous exécutez la commande 1, puis la commande 2. Quelques questions et réponses. Donc, première question, si un processus utilise des ressources système, comme de la mémoire, des fichiers, puis d'autres choses, si on tue le processus de force, est-ce que le système d'exploitation va pouvoir les récupérer pour les réallouer à d'autres processus? Alors là, la réponse, c'est qu'en général, oui, parce que pour chaque ressource en cours d'utilisation, un processus, lui, est associé. Donc, quand vous tuez un processus, même de force, le système d'exploitation est capable d'identifier les ressources qui sont associées à ce processus-là et de les récupérer. Le problème peut survenir cependant qu'un processus engendre d'autres processus. Donc, si vous tuez un processus, mais que ce processus-là ne se retrouve pas, c'est-à-dire que ce processus-là ne tue pas ces processus associés, okay, par exemple ses descendants, alors vous allez vous retrouver avec des processus fantômes, qui eux autres vont continuer à consommer des ressources, mais qui servent la plupart du temps à rien du tout, parce qu'ils sont dysfonctionnels. Donc, les ressources qui sont associées à ces processus fantômes-là sont, pour ainsi dire, perdues, parce que, puis vous allez vous retrouver avec une fuite de ressources, comme par exemple une perte de mémoire.
Étant donné que la mémoire est virtualisée dans les systèmes d'exploitation modernes, ok, la mémoire ainsi perdue va se retrouver rapidement swappée sur disque. Mais l'effet de cette fuite de mémoire-là, c'est pour ça que la fuite de mémoire, c'est pas aussi tragique qu'on pourrait le croire, mais quand même, c'est non négligeable. Donc, à retenir ici, en fait, je donne ici, je crois, un exemple de processus fantôme. Ok, donc, supposons que vous avez ouvert un terminal CMD ici. Puis dans ce terminal-là, vous avez ouvert un PowerShell. Puis dans le PowerShell, vous allez lancer Node.js. Okay. Dans une boucle infinie qui, incidemment, occupe près de, on voit ici, là, en processeur, ça occupe près de 25% du CPU dans les saisies que vous voyez. Okay. C'est 25%. Pourquoi? Parce que j'ai 4 cœurs sur mon processeur. Donc, vous faites la réflexion suivante. Mon terminal est bloqué, donc je vais le tuer de force. Okay. Donc, vous arrivez, vous faites taskkill, force, PID, puis ça, c'est le numéro de processus du terminal que vous avez ici. Donc, 10048. Vous dites, moi, je vais tuer cette affaire-là, 10048. Pouf, il est mort. OK, bravo, vous avez tué CMD. La fenêtre est disparue de l'écran. Vous dites, youpi, bon job. OK, mais en fait, vous venez de créer 3 sous-processus qui continuent à s'exécuter. Puis Node.js occupe toujours 25% de votre CPU. Okay. Donc, c'est pas très, c'est ça, c'est pas très intéressant. Donc, on pourrait aussi tuer ici, ici on tue de force PowerShell. On a PowerShell ici qui exécute Node.js. Donc, si on tue de force PowerShell, on voit ici, processus 6588. Donc, 6588. On tue de force. Boum. OK. La console est inopérante, reste ouverte, puis Node occupe toujours le CPU ici avec 25%. Donc, ça nous amène à la question suivante. Si avec taskkill, je demande à un processus de se saborder et que ça ne marche pas, alors je devrais le tuer de force par la suite. C'est supposé être une question, ça? Alors, ici, ouais, c'est ça, on pose la question. En fait, la question, c'est, au lieu de perdre du temps, donc, ici, on dit que, OK, si on demande à un processus de s'aborder et que ça ne marche pas, alors il va falloir le tuer. OK. Donc, la question, c'est pourquoi on n'essaie pas de le tuer tout de suite? Okay. Alors, il y a 2 raisons. La première, comme on vient de le voir, c'est que quand on tue de force, OK, on tue un processus uniquement, mais on ne tue pas ses descendants. Mais vous pourriez utiliser le commutateur /t pour tuer l'arborescence complète. Tree. Et alors, oui, vous allez économiser une commande, mais c'est sans compter sur l'autre raison. La deuxième raison, c'est que lorsque vous demandez à un processus de se saborder en douceur, un soft kill si vous préférez, versus un hard kill, alors, avant de rendre l'arme, ce processus-là peut en profiter pour faire des opérations de dernière minute, ou on devrait dire des opérations de dernière milliseconde, comme par exemple sauvegarder des fichiers sur disque. Donc, par exemple, supposons que vous lancez Word, puis vous commencez à éditer un nouveau document, puis ensuite, sans sauvegarder au préalable, vous demandez à Word de se saborder. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, par exemple, on cherche le process ID de Word, donc c'est WinWord, son programme. Vous cherchez son process ID, puis après ça, on fait taskkill. Okay. Donc on dit, opération réussie, un signal de fin a été envoyé au processus. Alors voici ce qui se passe maintenant dans Word. Word, qu'est-ce qu'il va faire quand il va recevoir ce signal-là qui lui demande de se fermer? Il va simplement afficher un dialogue pour vous demander d'enregistrer le document avant de quitter. Donc Word a la chance, si vous aviez fait un hard kill, Word meurt instantanément. Si vous faites un soft kill, Word va demander à l'utilisateur est-ce que tu veux enregistrer ton travail avant que je me ferme? Si jamais vous annulez, ben le processus ne va pas être tué. Bon, ici, comme on dit, taskkill m'a dit qu'il avait tué le processus, mais comment ça se fait que Word peut rester vivant? On l'a dit tantôt, c'est qu'il y a une différence entre le signal de fin a été envoyé et le processus a été terminé.
Ici, on demande au programme de se terminer, alors qu'ici, on tue le programme. Donc, taskkill, en fait, par défaut, demande au programme de se terminer. Donc, en somme, avant de tuer un processus de force, mieux vaut toujours demander d'abord à ce dernier de se terminer de plein gré. S'il ne collabore pas, vous pourrez toujours utiliser les commutateurs F et T pour pouvoir le tuer. Donc, par exemple, ici, si on a la même affaire que tantôt, un cmd.exe, conhost, PowerShell et Node.js qui occupe 25% de mon processeur. Okay? Fait que je peux faire taskkill /f/t. Donc, avec le process ID de la racine, ici, cmd.exe, 1.2.1.2.8, je demande de terminer de force et toute l'arborescence au complet. Fait que là, il va tuer les 4 processus d'une claque. OK. En fait, ici, il faut savoir qu'une mort douce, non forcée, aurait suffi à faire le travail, mais le but était de montrer le fonctionnement du /t. Petite autre question. Okay. Comment allez-vous expliquer que le process ID est différent à chaque fois que vous exécutez la commande ci-dessous? Donc ici, on a task list et barre verticale, donc pipe, find string, task list. Et on a à chaque fois un process ID qui est différent qui s'affiche. Comment vous l'expliquez? Alors, c'est parce que la commande task list affiche tous les processus en cours d'exécution au moment où cette commande-là est exécutée et que parmi tous ces processus-là, il y a celui qui est associé à la commande task list elle-même. Donc, chaque fois que vous démarrez une commande sur la ligne de commande, ça crée un processus qui est associé à cette commande-là. Ben, en fait, chaque fois. Ça crée pas automatiquement un processus. Si c'est des commandes qui font partie du shell lui-même, les commandes internes au shell, ça ne créera pas de processus. Mais si c'est une commande externe au shell, comme tasklist, ça va créer un processus. Okay. Donc, le process ID est différent parce qu'à chaque fois que vous exécutez tasklist, il y a un nouveau processus qui est créé, puis que ce nouveau processus-là va avoir un process ID qui va être différent. Autre question, pouvez-vous prédire la sortie de la commande ci-dessous? Donc, task list, barre verticale, find string, find string. Alors, je vais tasser ici ma fenêtre. Alors, c'est un cas un peu plus subtil que le précédent, mais semblable. Okay? Lorsque vous pipez une commande dans une autre commande, ce que le shell va faire, c'est qu'il va starter les deux processus en parallèle. Okay? Donc, il ne fera pas exécuter un processus, récupérer sa sortie, puis l'envoyer dans un autre processus qui va démarrer ensuite. Il va immédiatement démarrer les deux processus en parallèle. Donc, la commande tasklist est démarrée en même temps que la commande findString. Puis, au fur et à mesure que la commande tasklist va fournir de l'information va être pipée dans la commande findString. Donc, les deux commandes peuvent rouler en même temps. Okay. Donc, ça va faire en sorte que quand on va faire tasklist, ben, comme les deux commandes ont été parties en même temps, dans tasklist, quand cette commande-là va s'exécuter, la commande findString va aussi s'exécuter en même temps, de sorte qu'elle va faire partie de la tasklist. C'est pour ça qu'on l'affiche ici. Puis qu'à chaque fois, évidemment, il va y avoir un process ID différent. Pouvez-vous prévoir la sortie de la commande ci-dessous? Donc, on fait taskkill, puis on demande à la commande taskkill. Donc, ça, c'est la question 3.3. On demande à la commande taskkill de se tuer elle-même. Donc, taskkill, en s'exécutant, on va voir qu'il existe une commande taskkill, puis on lui demande de s'exécuter, de se tuer elle-même. OK. Alors, voici la réponse. Alors, la question est ici de savoir si taskkill va se considérer lui-même dans la liste des cibles potentielles. Alors, la meilleure façon de le savoir, c'est de demander à taskkill d'essayer de le faire. OK. On voit ici taskkill, image, taskkill.exe, erreur, le processus taskkill de processus n'a pas pu être arrêté. Raison, ce processus ne peut pas s'arrêter de lui-même. Okay.
Autrement dit, Taskill, c'est comme le Terminator. Il n'est pas capable de s'auto-terminer. Okay. Alors voilà, c'est la fin.